À 80 ans, Fanny Ardant parle enfin avec une clarté à la fois saisissante et inévitable. Pendant des décennies, elle a porté le poids de souvenirs qu'elle laissait rarement paraître au public. Des souvenirs liés à l'amour, au deuil, à l'ambition et au silence dicté par la tragédie. Derrière sa voix élégante et sa présence imposante se trouvait une femme qui a survécu à un chagrin qui aurait brisé la plupart des gens. Et maintenant, en regardant tout ce qu'elle a traversé, elle admet la vérité que beaucoup soupçonnaient en silence sur le véritable prix de sa vie légendaire. Avant de plonger plus loin dans cette saga d'amour passionné, de pertes dévastatrices et de renaissance artistique, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Lorsque Fanny Ardant regarde aujourd'hui en arrière, elle le fait avec le calme de quelqu'un qui a traversé des tempêtes que peu ont réellement comprises. Elle parle sans dramatisation, sans embellissement, sans le bouclier du glamour qui la définissait autrefois à l'écran. Pour la première fois, elle reconnaît à quel point son passé l'a façonnée, en particulier les années liées à François Truffaut, le dernier grand amour de sa vie et l'homme dont la mort a ouvert une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. Son aveu n'est ni un scandale, ni une révélation destinée à choquer. C'est simplement la vérité. Elle n'a jamais été la même femme après l'avoir perdue, et elle a passé des décennies à apprendre à vivre avec l'absence qui a suivi. Pour comprendre sa confession, il faut revenir au début des années 1980, lorsque Fanny Ardant était encore une actrice montante qui se battait pour trouver sa place dans le cinéma français. Elle avait connu des débuts difficiles, rejetée de la radio parce que les auditeurs demandaient son renvoi, recalée à des auditions parce que des metteurs en scène jugeaient sa voix monotone et constamment rappelée à l'ordre parce qu'elle ne correspondait pas au modèle traditionnel des ingénus. C'est Nina Companet qui l'a sortie de l'ombre en lui offrant un rôle dans Les Dames de la Côte en 1979. Ce rôle l'a enfin révélé au public et c'est à cette époque que François Truffaut l'a remarqué et a pris la décision qui a changé sa vie. Lui offrir le premier rôle dans La Femme d'Axe en grave côté. Leur connexion sur le tournage a déclenché quelque chose de puissant, d'inattendu et d'irréversible. Truffaut, déjà une icône de la nouvelle vague, est tombé profondément amoureux de cette actrice grande, intense, dont la présence semblait à la fois l'apaiser et le provoquer. Leur histoire d'amour n'était pas un spectacle médiatique malgré les couvertures de magazines et l'attention des paparazzis. Fanny insistait pour que l'amour reste clandestin, sans bague au doigt, comme elle l'avait confié au magazine Elle. Elle voulait la liberté, l'intimité et une relation à l'abri des obligations formelles. Pourtant, derrière cette indépendance, se cachait une femme qui vivait l'une des périodes les plus heureuses de son existence. Ce bonheur s'est renforcé avec la naissance de leur fille, Joséphine, le 28 septembre 1983. Mais comme Fanny l'avoue aujourd'hui, une partie d'elle ressentait déjà une inquiétude silencieuse, l'intuition que quelque chose de précieux était en train de lui échapper. Cette intuition est devenue réalité lorsque Truffaut s'est soudain effondré, victime de violents maux de tête quelques semaines avant la naissance et a été hospitalisé d'urgence. Le diagnostic a été dévastateur. Une tumeur cérébrale à croissance rapide avec environ 1 an d'espérance de vie. Et voici l'une des vérités qu'elle admet enfin aujourd'hui. Truffaut lui a caché la gravité réelle de sa maladie. Non par orgueil, mais parce qu'il était terrifié à l'idée que la connaissance de sa mort imminente brise son élan au moment où sa carrière s'épanouissait. Elle était enceinte, rayonnante, au seuil d'un immense succès. Il voulait qu'elle avance, pas qu'elle se retrouve enfermée dans le chagrin avant même que le deuil n'arrive. Ce secret que Truffaut a porté pour la protéger est au cœur de la confession de Fanny Ardant. Il avait choisi de ne pas lui dire la vérité parce qu'il craignait qu'elle ne la détruise. À la fin de l'année 1983, les médecins informèrent Truffaut que la tumeur qui se développait dans son cerveau était agressive, rapide et impitoyable. On lui donna une espérance de vie d'environ 1 an. Pourtant, au lieu de se confier à la femme qui partageait sa vie et son cœur, il demanda à son cercle le plus proche de la protéger. Fanny approchait de la naissance de leur fille. Elle tournait, progressait, devenait l'actrice qu'il croyait qu'elle était destinée à être. Et dans ces derniers mois, cette conviction devint son ultime cadeau. Il voulait qu'elle avance, pas qu'elle s'effondre sous le poids d'un deuil imminent. À l'époque, Fanny sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'en mesurait pas l'ampleur. Elle dira plus tard que la maternité et la pression de sa carrière l'avaient poussée à continuer, même si l'incertitude assombrissait sa vie. La vérité était enfermée derrière les portes de l'hôpital, murmurée seulement entre les médecins et les amis les plus proches de Truffaut. Lorsque sa santé se détériora durant l'été 1984, elle vit l'homme qu'elle aimait commencer à disparaître sans comprendre toute la tragédie qui arrivait. Le déclin de Truffaut fut rapide, bien plus rapide que prévu. Et le 21 octobre 1984, il mourut à l'âge de 52 ans. Fanny se retrouva avec un nouveau-né, une carrière en plein essor et un chagrin pour lequel elle n'était pas préparée. Avec le temps, elle confia qu'après sa mort, elle avait eu l'impression que la piscine s'était vidée au moment même où elle venait d'apprendre à nager.
Elle décrivit cela comme un effondrement brutal, une chute spirituelle, une fracture de l'âme. Et ce n'est que des décennies plus tard, dans des interviews comme celle qu'elle accorda au Monde en 2021, qu'elle admit à quel point elle avait ressenti de la rancœur, mais finalement de la compréhension envers son choix de la protéger. Il avait voulu l'épargner. À la place, le silence l'avait laissée seule avec des questions sans réponse et un chagrin qui a façonné les 40 années suivantes de sa vie. Ce qui restait, c'était un enfant, Joséphine, qui grandirait loin des caméras, choisissant une voie académique en psychologie plutôt que le cinéma. Et c'est en l'élevant, elle et plus tard ses autres filles, que Fanny trouva la force nécessaire pour survivre à la période la plus sombre de son existence. La maternité, la survie et la longue ascension hors du chagrin. Après la mort de François Truffaut en octobre 1984, Fanny Ardant entra dans une période qu'elle décrit comme l'une des plus dévastatrices, mais aussi des plus transformatrices de sa vie. Elle avait 35 ans, était jeune mère et soudainement veuve sans porter le nom. Sa carrière accélérait précisément au moment où son monde intime s'effondrait. Elle avoua plus tard qu'il y avait eu un avant et un après dans sa vie, une fracture émotionnelle si nette qu'elle changea sa manière d'avancer dans le monde. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une désorientation totale, comme être poussée dans l'obscurité sans carte ni repère. Et pourtant, elle continua d'avancer parce qu'elle n'avait pas le choix. Avec sa fille nouveau-née, Joséphine dans les bras, elle trouva la seule force assez puissante pour l'ancrer, la maternité. Fanny dira plus tard, avec une honnêteté brutale, que ses enfants l'avaient sauvée de la noyade. Cela m'a obligée à vivre. Sa fille Joséphine grandit loin des projecteurs qui avaient défini la vie de ses parents. Au lieu de devenir actrice, elle se tourna vers la psychologie et devint une psychologue clinicienne et autrice respectée, publiant notamment Sexualité et transgression, la question de l'altérité. Le chemin simple et ancré que choisit Joséphine devint pour Fanny une source de fierté silencieuse. La preuve que la vie pouvait renaître de la tragédie, que quelque chose de doux pouvait suivre quelque chose de dévastateur. Mais la douleur de la perte de Truffaut ne la quitta jamais. Dans son interview pour Le Monde, elle parla ouvertement de la manière dont la souffrance l'avait transformée. Elle expliqua qu'être très malheureuse l'avait rendue meilleure, plus compatissante, moins en colère. Les tragédies de sa vie, perdre des partenaires, perdre des amis, voir des rêves s'écrouler, avaient façonné son caractère bien plus que ses réussites. Les plus grands naufrages de ma vie ont été les gens que j'ai perdus, dit-elle. Mais j'ai compris que cela ne m'empêcherait pas d'aimer la vie. Sur le plan professionnel, elle refusa de laisser le deuil la définir. En 1984, la même année où elle enterra l'homme qu'elle aimait, elle tourna dans L'amour à mort d'Alain Resnais, un film sur la fin de la vie et la persistance de l'amour. Les parallèles étaient impossibles à ignorer. Pourtant, elle livra l'une de ses performances les plus introspectives, transformant sa dévastation intime en art sans jamais l'exploiter. Ce fut le début d'une longue carrière jalonnée de nominations au César, de rôles emblématiques et de collaborations avec certains des plus grands réalisateurs du cinéma français et international. Le monde voyait une actrice glamour, magnétique, intrépide. Mais derrière cette image se trouvait une femme qui s'était reconstruite morceau par morceau, silencieusement, douloureusement et sans jamais oublier l'homme dont la mort avait bouleversé toute sa trajectoire. L'ascension, la renaissance et le poids d'une carrière extraordinaire. Lorsque Fanny Ardant émergea des décombres émotionnels des années 1980, elle entra dans l'une des carrières les plus prolifiques et les plus respectées du cinéma français. Ce qui rend son parcours remarquable ne tient pas seulement au nombre de films, plus de 80 lorsqu'elle atteignit la soixantaine avancée, ni aux récompenses qu'elle accumula, dont plusieurs nominations au César et un prix de la meilleure actrice dans un second rôle en 2020. Ce qui définit sa carrière, c'est la résilience qu'elle apporta à chacun de ses rôles. Pour Fanny, jouer n'a jamais été une fuite face à la douleur. C'était une manière de l'affronter. Son ascension n'avait rien eu de facile. Avant que Truffaut ne la découvre, elle avait lutté pendant des années contre le rejet et l'incompréhension. Elle fut renvoyée d'un emploi à la radio parce que les auditeurs exigeaient son départ. Elle fut recalée à une audition de théâtre parce qu'un assistant affirmait qu'elle avait une voix monotone et parlait avec un accent. Ces humiliations auraient pu l'écraser, mais elles renforcèrent au contraire sa détermination. Lorsque Nina Companet l'a choisie pour Les Dames de la Côte en 1979 sans l'avoir jamais vue jouer, cela devint le tremplin qui la sortit de l'anonymat et à partir de là, elle refusa de se retourner. Elle travailla avec les géants. Alain Resnais, Agnès Varda, Michelangelo Antonioni, Claude Lelouch, Patrice Lecomte, Sidney Pollack, François Ozon et Nicolas Bedos. Chaque collaboration ajouta une nouvelle couche à son art, une texture supplémentaire à ses interprétations. Elle incarna des aristocrates, des femmes fatales, des mères en deuil, des intellectuels excentriques, des personnages construits avec précision, feu et honnêteté émotionnelle. Elle était polyvalente mais reconnaissable entre toutes, glamour mais ancrée, élégante mais sans crainte de l'ombre.
Ce que peut comprendre jusqu'à ce qu'elle commence à se livrer dans des interviews plus tardives, c'est à quel point sa vérité émotionnelle habitait ses rôles. Elle avait connu assez de douleur, disait-elle, pour comprendre la fragilité humaine. Elle ne cherchait pas la douceur dans ses personnages. Elle cherchait ce qui était vrai. Et le vrai, pour elle, incluait la souffrance. Elle croyait que la douleur ne diminuait pas une personne, elle la raffinait. Être malheureuse m'a rendue meilleure, admit-elle. Cela m'a débarrassée de ma colère. Ce changement intérieur devint un élément central de son image publique. Son aura mystérieuse, autoritaire, naturellement chic n'était pas une façade. C'était l'armure qu'elle s'était forgée après des décennies à survivre à ce que la vie lui imposait. Et malgré les épreuves, il resta toujours une passion intacte. Elle demeura follement amoureuse de son métier, affirmant que le plaisir de jouer ne l'avait jamais quittée. « Les choses que j'aime, disait-elle, je les aime pour toujours. » Au début des années 2000 et 2010, elle était devenue l'une des actrices les plus respectées de France. Une femme portant à la fois le prestige du cinéma classique et l'énergie du récit contemporain. Et alors que le public pensait la connaître pleinement, Fanny Ardant arriva en 2025, prête à dévoiler des vérités qu'elle avait longtemps gardées enfouies. Le documentaire qui a forcé le passé à revenir à la lumière. En mars 2021, Arte a diffusé un documentaire intitulé Fanny Ardant, naissance d'une passion, rouvrant des portes qu'elle avait gardées closes pendant des décennies. Diffusé le 22 mars à 20h50, il retraçait l'ensemble de son parcours, ses débuts difficiles, son ascension, ses luttes contre le rejet et l'amour intime, complexe et farouchement secret qu'elle partageait avec François Truffaut. Le film, réalisé avec une sensibilité rare, présentait des images d'archives du photographe William Carell, témoin silencieux de la romance qui avait façonné la vie des deux artistes. Ces images spontanées, non posées, d'une tendresse bouleversante, rappelaient au monde la profondeur de leur lien. Pour Fanny, participer au documentaire n'était pas seulement une décision artistique. C'était une en confrontation avec les fantômes qu'elle portait en silence depuis 40 ans. Les réalisateurs explorèrent sa carrière légendaire, ses collaborations avec les plus grands cinéastes et ses rôles emblématiques à travers les décennies. Mais c'est le retour à la période 1981 à 1984, les années passées avec Truffaut, qui résonna le plus profondément. Ces 3 années contenaient certains des plus grands bonheurs de sa vie, mais aussi la perte la plus dévastatrice. Et aujourd'hui, à 76 ans, elle acceptait enfin de parler de ce qui était resté tu. L'un des aspects les plus révélateurs du documentaire fut la vérité derrière la décision de Truffaut de cacher sa maladie. Jusqu'à récemment, Fanny n'avait évoqué sa mort qu'à travers des métaphores, parlant de vide, de rupture et de la violence du chagrin. Mais les recherches du film, les interviews et les témoignages d'archives reconstituèrent la chronologie avec une clarté brutale. Les maux de tête, les hospitalisations, le diagnostic tombé 1 mois avant la naissance de Joséphine et la demande formulée par Truffaut lui-même que Fanny soit tenue à l'écart de la gravité de la situation. Ce n'était pas un geste de secret, mais un geste d'amour, né de la peur que la vérité ne l'anéantisse au moment même où sa carrière prenait son envol. Le documentaire la montra réfléchissant à cela avec un mélange d'acceptation et de chagrin persistant. Elle reconnut qu'elle comprenait enfin sa décision, même si ce choix l'avait laissée seule dans le moment le plus sombre de sa vie. Truffaut voulait qu'elle soit forte. Il voulait qu'elle continue de jouer, qu'elle élève leur fille sans l'ombre d'une mort annoncée. Il croyait en son avenir plus qu'elle-même, et en un sens, son silence avait été son dernier acte de dévotion. Ce qui émouvait le plus les spectateurs ne fut pas la tragédie elle-même, mais la capacité de Fanny à exprimer ce qu'elle en avait tiré. Elle expliqua que les personnes qu'elle avait perdues étaient les véritables naufrages de sa vie, les moments qu'il avait débrisés puis reconstruits autrement. Pourtant, elle refusa de céder à l'amertume. « Les gens que nous aimons ne meurent jamais, dit-elle. Nous les portons en nous et nous pouvons les appeler quand nous voulons. » Pour beaucoup, ce fut la première fois que Fanny Ardant parlait avec autant de franchise, de simplicité et de vulnérabilité de l'amour et du deuil qui l'ont défini. Et derrière cette vulnérabilité se cachait l'aveu plus profond qu'elle avait évité pendant la majeure partie de sa vie. Un aveu qui viendrait enfin dans le chapitre suivant. Ce que Fanny Ardant admet enfin à 76 ans. Aujourd'hui, à 76 ans, avec toute une vie derrière elle et rien d'autre à protéger que sa vérité, Fanny Ardant reconnaît enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Elle ne s'est jamais vraiment remise de la perte de François Truffaut. Elle a avancé, elle s'est reconstruite, elle a élevé ses filles, elle a joué, elle a brillé. Mais une partie d'elle est restée figée dans le temps, toujours debout à l'instant précis où elle a compris que l'homme qu'elle aimait était parti. Tout au long de sa carrière, elle ne l'exprima qu'indirectement, par des métaphores, par des rôles qui exploraient l'amour, la mort et les frontières fragiles entre les deux. Mais aujourd'hui, elle accepte enfin de mettre des mots dessus. Elle admet que sa vie s'est divisée en un avant et un après, et que cette rupture émotionnelle a façonné toutes les années qui ont suivi.
Elle révèle que la profondeur de sa peine est aussi devenue la profondeur de sa sagesse, que la souffrance a dissipé sa colère et lui a donné une compréhension presque spirituelle de la fragilité humaine. Elle explique que ce n'était pas la tragédie qu'elle portait toutes ces années. C'était la persistance de l'amour, un amour discret, durable, qu'aucun prix, aucune nouvelle relation, aucune réussite professionnelle n'a jamais éclipsé. Pour la première fois, elle reconnaît aussi la culpabilité qu'elle a portée. La culpabilité de ne pas avoir su la vérité pendant que Truffaut mourait, celle d'avoir poursuivi sa carrière alors qu'il s'éteignait, et celle d'avoir élevé leur fille sans lui. Elle comprend désormais que rien de tout cela n'était de sa faute. C'était sa décision à lui, sa façon de la protéger, son moyen de s'assurer qu'elle puisse continuer à vivre sans être écrasée par le poids d'un deuil annoncé. Mais l'acceptation n'a pas effacé la blessure. Elle lui a seulement permis de respirer autour d'elle. Sa carrière s'est poursuivie avec une intensité extraordinaire. Mais elle avoue que chaque rôle, chaque performance, chaque nouveau départ portait la trace de ce qu'elle avait perdu. Même lorsqu'elle remporta un César pour La Belle Époque en 2020, même lorsqu'elle continua de travailler avec des réalisateurs renommés, même lorsqu'elle bâtit une carrière admirée à travers l'Europe et au-delà, elle sentit toujours qu'une partie d'elle jouait aux côtés d'un fantôme. Non pas pour la hanter, mais pour la guider, pour la pousser, pour lui rappeler que les choses qu'elle aimait, elle les aimait sans fin. Et maintenant, à 76 ans, elle avoue la vérité que beaucoup percevaient, mais qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Elle n'a jamais aimé personne comme elle a aimé François Truffaut, ni avant, ni après, jamais. Sa mort n'a pas mis fin à leur histoire. Elle en a seulement changé la forme. L'amour est resté, discret et constant comme un pouls qu'elle a porté dans chaque rôle et à chaque étape de sa vie. C'est la confession qu'elle accepte enfin de livrer au monde, non par pitié, non pour faire les gros titres, mais parce qu'à cet âge, elle a gagné la liberté de parler sans peur, sans retenue et sans avoir besoin de protéger autre chose que l'authenticité. La vie de Fanny Ardant montre comment l'amour et la perte peuvent façonner une personne de manière invisible. Après avoir entendu sa vérité, pensez-vous que sa plus grande force vient de son succès ou de la douleur qu'elle a surmontée? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres parcours profondément inspirants.